qui a écrit le plus beau livre d'histoire de la Commune de Paris, qui s'appelle L'histoire de la Commune de 1871, qui est paru en 1876, première édition. Donc c'est un journaliste qui a participé à la Commune de Paris, qui a réussi à fuir après la Semaine sanglante, qui était réfugié à Londres et qui a écrit ce livre à Londres. C'est un des personnages du livre parce que j'ai beaucoup utilisé son livre, qui est un de mes livres de chevet. En particulier, il y a tout un chapitre dans le livre où le narrateur, qui a beau être un livre fabuleux, il est comme les autres quand il s'agit de parler des femmes, c'est-à-dire il n'en parle pas. Sauf que, dans ce chapitre où ce journaliste se promène, imagine qu'il se promène dans Paris juste avant la Semaine sanglante avec un de ses amis de province qui est venu le voir, et que dans mon livre c'est le narrateur qui joue le rôle de cet ami, ça. Dans ce chapitre-là, il s'est garé, il arrive à un moment dans le bâtiment qui est aujourd'hui l'Assemblée nationale, et qui à l'époque, il n'y avait pas d'Assemblée nationale, donc il y avait des ouvrières qui étaient là, qui cousaient des sacs pour faire des sacs de terre pour protéger les bâtiments contre les bombardements. Et puis voilà, donc il y a ces ouvrières qui travaillent là, et puis il y a une comment dire, une chef peut-être, elle a une écharpe rouge, et il dit voilà, je te la présente, elle s'appelle Marthe. Et puis il présente Marthe, et Marthe elle dit les sacs sont payés plus cher par la commune qu'ils étaient par les patrons avant, qui pointent, et puis dit on n'en parle plus. Et bon, donc je me suis dit que bon, peut-être avec Marthe, c'était bien le personnage principal du livre, mais c'est un des personnages centraux du plagiat de Vallès, parce qu'il dédicace ses livres comme ça à Marthe et à tous les vaincus, pas parce qu'ils ont été battus, mais parce qu'ils se sont battus. Je dédie ce livre en majuscule, ça c'est du Vallès. Je dédie ce livre en majuscule, c'est du pur Vallès. Voilà. Divers quartiers, divers lieux, mais le narrateur lui-même visite le livre à la main, divers lieux, essaye de retrouver les endroits où sont passées les choses, et même rêve de certains endroits. Et alors par exemple, il y a un passage que j'aime beaucoup, on s'était dit qu'on pourrait peut-être le lire, c'est à propos d'une statue de Voltaire dont on peut s'arrêter. Peuplé et le plus populaire de Paris. Il y a la mairie du 11e arrondissement, place Voltaire, mais en Blum maintenant. Et puis pas loin, il y a la prison de la Roquette, devant laquelle on exécute les gens à la guillotine. Quand il y a une exécution, c'est là que ça a lieu. Donc, et un jour, il y a des braves gens du sous-comité de la garde nationale du 11e arrondissement qui décident qu'ils vont brûler la guillotine. C'est pas la commune, hein. Personne n'a jamais prononcé contre la peine de mort ou quoi, mais ces gens, ils ont décidé, c'est extrêmement populaire, ils ont décidé qu'ils vont brûler la guillotine, parce qu'il y en a marre de la guillotine. Et la brûlent devant la mairie du 11e. Et devant la mairie du 11e, il y a la statue de Voltaire. Là, il y a des gravures qui représentent ça. On voit la statue de Voltaire qui a l'air de contempler ce spectacle avec approbation, bien entendu. Voilà, donc, et donc, toutes les gravures montrent la statue de Voltaire, et les journaux le disent devant la statue de Voltaire. Sauf qu'il n'y a pas de statue de Voltaire devant la mairie du 11e. Alors, je lis le passage. La statue de Voltaire. Quelle statue de Voltaire? Il n'y a pas de statue de Voltaire devant la mairie du 11e. Léon Blum, oui. Voltaire, non. Je me souviens, dans les années 1980, d'un grand bas-relief, des héros à la fesse dure, Vercingétorix, Jeanne d'Arc, le héros autochtone et l'ange de la patrie, tous deux martyrs de l'indépendance nationale, et d'autres, en un raccourci saisissant de l'histoire de France. Il y avait aussi quelque part, puisque la place Voltaire s'appelait déjà place Léon Blum, incarné dans une sorte de robe de chambre, dans sa vieillesse et en sa statue, que l'on avait installée un peu à l'écart devant le supermarché. Et puis le bas-relief a disparu, et Blum est arrivé sur la place, devant la mairie, pas tout à fait au centre, mais Voltaire. Voilà, je pourrais vous raconter où est passé. Ils ont retrouvé leur ville qui n'avait pas absolument, mais qui avait pour l'essentiel pas changé. Et c'est toujours le Paris, dans le centre de Paris, n'a absolument pas changé, au sens où le plan n'a pas changé depuis. Donc c'est la même ville. Évidemment des bâtiments qui ont changé, mais le plan de la partie centrale de Paris n'a absolument pas changé. Voilà, donc on marche dans la même ville.
Donc moi, la mairie du 11e, c'est la même mairie du 11e, elle était déjà exactement comme ça. La salle des mariages de la mairie du 11e, c'est là où se sont tenues les dernières réunions de la commune pendant la semaine sanglante, c'est les mêmes lieux. Le 11e arrondissement, bon, c'est l'endroit où j'habite quand je suis à Paris, et c'est complètement chargé de cette histoire, même si les gens ne le savent pas. Et donc, oui, moi je ne peux pas marcher dans ces lieux sans penser à ça, pas seulement à ça, pas seulement à ce qui s'est passé dans la commune, mais à d'autres choses dont je sais qu'elles se sont passées là. J'ai une conscience historique forte des lieux à Paris, voilà. Donc mon narrateur, il a quelques liens de parenté avec moi, donc il l'a aussi. Peut-être je vais revenir sur le fait de la contemporanéité, le fait que le livre est écrit ici et maintenant, de la façon dont les journalistes en ont parlé. Donc il y a un de ces attentats qui a eu lieu rue de la Fontaine-au-Roi. Et à l'endroit où a eu lieu cet attentat, il y a une plaque qui dit que la dernière barricade de la commune était ici. Personne n'a mentionné le fait, voilà, donc c'est un lieu qui est chargé d'histoire, et voilà, ces attentats-là, ils rajoutent une couche d'histoire à ce lieu, mais ils n'enlèvent rien. Donc c'est des lieux dont l'histoire continue. Mais on ne peut pas ne pas... Et d'ailleurs, c'est tellement ici et maintenant cette histoire que la barricade de la rue de la Fontaine-au-Roi, il y a une plaque. Et sur cette plaque, il y a marqué que, bon ben voilà, il y a une des dernières barricades de la commune qui a eu lieu là, et puis qu'elle était tenue par Ferré, Varlin et je ne sais plus qui, et puis que c'est Pierre Mauroy qui a posé cette plaque. Et puis il y a écrit Pierre Mauroy en plus gros que les autres. Voilà, donc ça aussi, c'est le moment où on met la plaque et où on rend hommage, c'est ici et maintenant. C'est un dirigeant socialiste du XXe siècle qui rend hommage à la commune. Donc mon narrateur, aussi. La chose qui a été inventée pendant la semaine sanglante, c'est une invention absolument géniale qui a été inventée par cet avorton malfaisant, comme disait Marx, c'est de donner les pouvoirs de police à l'armée. Donc il y a une armée qui prend tous les pouvoirs de police. C'est une invention, on a déjà donné des pouvoirs de police à l'armée pour réprimer des grèves de mineurs ou comme ça dans les années qui précèdent, mais c'est la première fois que c'est à l'échelle d'une ville. Voilà. Donc la bataille d'Alger, c'est exactement la même chose. C'est le même principe. Donc il y a un lien clair, d'autant plus que ces messieurs qui commandaient cette armée versaillaise, ils avaient tous fait leur classe en massacrant des Arabes, des Berbères aussi d'ailleurs, en massacrant des Algériens en Algérie les années précédentes, au XIXe siècle. Voilà, donc, mais vraiment, et puis, si vous lisez ce qu'ils écrivaient, ils écrivaient des lettres pour raconter ce qu'ils faisaient, et ils disaient, ben oui, aujourd'hui, j'ai coupé des têtes d'Arabes. Hein, bon, ils étaient très contents. Bon, donc, c'est pour ça que mon narrateur est né en 1962, le jour de Charonne, et puis que c'est pas dit dans le livre, mais c'est sous-entendu qu'il est né à proximité de Charonne. Je pense à ça, je pense à la guerre d'Algérie, je pense à Paris 11e, je regarde le plan, puis en plein milieu, là, pile en plein milieu, il y a le métro Charonne, bon, c'était clair que le narrateur devait venir de là. En même temps, bon, il y a des tas d'allusions qui ne sont pas explicitées. C'est quand même l'histoire d'une ville assiégée, avec des gens qui vont partir, qui vont être des réfugiés, qui vont arriver dans une autre ville, qui est en l'occurrence Londres, dans laquelle ils vont arriver, ils ne vont pas parler la langue, ils vont connaître personne, pas trouver de travail, rien faire, etc. Je ne suis pas obligée de... Bon, c'est pas Alep, c'est Paris, quoi, mais en même temps, c'est écrit en même temps. Et on ne peut pas ne pas y penser, je pense. Même si c'est pas explicite. Il y a des choses qui sont explicitées, d'autres qui ne le sont pas. Parmi une chose à laquelle je tenais beaucoup aussi de signaler pour ceux qui vont lire le livre, c'est il y a vraiment un grand plaisir de lecture au-delà de l'histoire et de son intérêt, par toutes les inventions verbales qui sont dans le livre et qui en font vraiment un grand morceau de littérature. Et alors, notamment, je cite vraiment très rapidement, d'abord, il y a beaucoup de citations, plus ou moins cachées. Il y a des, par exemple, je ne sais pas, il y a des auteurs, il y a même des citations de chansons. Les loups sont entrés dans Paris, par exemple.
Et il y a aussi une chose qui est très amusante. Ce sont des sortes d'exercices de style qu'on trouve parfois et qui font évidemment penser, ou des jeux de langage, enfin des jeux avec des contraintes, si vous voulez, qui font penser vraiment à l'Oulipo, par exemple, au style de Queneau, à l'Oulipo, à Pérec, etc. Par exemple, parce que vous avez un mystérieux correspondant qui vous envoie qui envoie au narrateur des mails. Et alors, avec les requins de la finance, les corbeaux de l'église, les grenouilles de bénitier et ces vautours de propriétaires, cette âne de Thiers envoyait ses limiers, pas des aigles, mais quand même des faucons. Nous, nos deux agneaux, nos cailles aux yeux de biche, nos poussins, tous traités comme des chiens par ces peaux de vache, filèrent comme des lièvres. Au fond, là-haut, ils s'arrêtèrent, faits comme des rats. Il pleuvait comme vaches qui pissent, gueulant comme des putois, ces zèbres, ces poulets, les canardaires. Ils tombèrent comme des mouches, etc. Alors, je pense que il n'y a pas de construction compliquée du livre liée à ça, mais c'est vrai qu'il y a... En fait, j'avais écrit plein d'exercices de style sur le mur des fédérés, et à propos du mur des fédérés, et puis bon, il y en a quelques-uns qui apparaissent dans des mails, là. Les autres, ils sont tombés dans les poubelles de mon ordinateur. Voilà, donc c'est un correspondant anonyme qui envoie des mails, des spams en fait, qui contiennent ce genre de choses. Il n'y en a pas tellement, il y en a 3-4. La façon d'écrire n'est pas indifférente. Oui, il y a pas mal de citations cachées dans le livre qui ne sont pas mentionnées. On ne dit pas c'est un tel qui a dit ça, donc il faut les reconnaître, hein, débrouillez-vous. Hein. Moi j'écris le livre et puis après il est à vous débrouiller avec. Partager sur cette histoire parce que bon, l'Assemblée nationale, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à réhabiliter, je veux dire. Les élus à l'Assemblée nationale. Attends, c'était quoi? Les élus à l'Assemblée nationale 2016, ils vont réhabiliter Eugène Barlin. C'est n'importe quoi cette histoire. Bon, alors j'en parle pas de ça. Hein. Ok, donc, le livre se termine par un chapitre qui est en effet. Pas je me souviens, mais on ne se souvient pas. Je veux dire, je vais le lire, mais je veux juste expliquer comment ça se termine. Le dernier mot du livre est le mot disparu, mais il ne s'agit pas de quelqu'un qui disparaît, mais il s'agit de cette mémoire qui disparaît, parce que on parle beaucoup de trucs comme littérature de témoignage, etc., mais ça a été plus ou moins inventé par la guerre de 14, la littérature de témoignage, parce que les gens écrivaient des lettres, tenaient des journaux, etc. Sauf que pendant la Commune, les gens ne l'ont pas fait. D'abord, c'était trop court. En plus, ils ne savaient pas écrire ou ils ne savaient pas lire. Et puis, en plus, la répression a été monstrueuse. Donc, on n'allait pas se vanter de ceci ou de cela. Donc, il nous manque ça. Okay, donc, c'est aussi une des choses que je voulais dire plus ou moins discrètement dans ce chapitre. C'est dit discrètement dans le chapitre, mais je l'ai dit non discrètement maintenant. Donc, ça s'appelle « Personne ne se souvient ». Personne ne se souvient de leur nom, mais je sais qu'ils habitaient Belleville. Je voudrais pouvoir vous dire, elle était blanchisseuse, elle aurait aimé apprendre à lire un peu mieux, elle préférait laver à l'Espérance au coin du passage Kussner qu'à Sainte-Catherine, et vous expliquer pourquoi. Elle était fleuriste et buvait des quantités énormes de café, ou encore, c'était un distillateur, il adorait les fraises, et le père Duchesne qui le faisait rire aux éclats. Ou même, il était tailleur, croyait en Dieu, et aimait qu'on lui lise le journal et les affiches à haute voix, parce qu'il ne lisait pas assez vite, et surtout parce qu'ainsi, on pouvait discuter. Et discuter, ça oui, il le faisait, et parfois jusqu'au nion. Personne ne se souvient de leur nom, mais je peux vous dire qu'ils vivaient près du jardin des plantes. Un tailleur de pierre qui pratiquait la boxe française, je peux presque l'entendre croquer gaiement une pomme sur le trottoir en rentrant chez lui. Et puis elle, la couturière qui adorait les romans maritimes, qu'elle lisait en feuilleton en bas de la première page des journaux. Des livres, elle n'en avait pas, elle n'avait pas le temps. Et encore, ce tonnelier de la rue Linné, il aurait aimé voyager lui aussi, et je suis